Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous accueillons Florian Naudet, qui est psychiatre au CHU de Rennes et professeur de thérapeutique à l'Université de Rennes. Il est également chercheur à l'IRSET, donc l'Institut Recherche Environnement et Travail, où il exerce son activité de chercheur essentiellement sur la méta-recherche et notamment sur la façon dont on peut améliorer la reproductibilité en sciences. Et donc aujourd'hui, il nous propose ce webinaire pour parler justement de la crise de la reproductibilité que nous sommes potentiellement en train de traverser. Et donc, je te laisse la main, Florian, pour la présentation du webinaire. Très content aujourd'hui de vous parler et de répondre à cette question. Pourquoi parle-t-on d'une crise de la reproductibilité en sciences? En tout cas, je vais essayer d'y répondre. Et vous voyez qu'il n'y a pas une réponse facilement et simple. Tout ce qui est sûr, c'est qu'on parle de plus en plus de reproductibilité. Donc, vous voyez cet article. Et je vous disais, tous les articles que je vais vous citer, en fait, vous pouvez les identifier avec le QR code, donc facilement les retrouver. Donc ça, c'est un article dans la revue Sciences Translational Medicine qui tente en fait de donner des définitions. Et c'est toujours important de commencer par des définitions. Et donc, pour définir ce que c'est que la reproductibilité, je vais utiliser ces définitions avec un exemple simple, les sapins de Noël en meringue. Donc, vous pouvez aller dans Google, vous tapez sapin de Noël en meringue. Effectivement, je pense que quand vous n'aviez pas le son, ça vous faisait bizarre de voir les figures. Ça vous fait toujours bizarre, j'imagine aussi. Vous tapez dans Google, vous trouvez 162 000 résultats, et c'est un peu ce que font les chercheurs quand ils commencent à poser leurs questions de recherche. Ils doivent faire la synthèse en fait d'une littérature qui est assez importante. Donc, on commence à choisir ces résultats en fonction de quoi? D'indicateurs, comme par exemple là ici, vous voyez qu'il y a 4,5 étoiles, donc celle-là, elle a l'air pas mal. En sciences, on choisit ça à partir d'un impact factor, qui est un indicateur effectivement biaisé, parce que si vous regardez ici mes étoiles, j'ai 5 étoiles, mais j'ai qu'un commentaire, donc une seule personne. Et là, j'ai 4,5 étoiles sur 22 commentaires, donc du coup, peut-être un petit peu plus, on va dire, représentatif. Et vous savez que l'impact factor d'un journal, c'est pareil, parce que parfois, vous avez un article, en fait, qui fait monter l'impact factor du journal de manière extrême. Bon, bref, je choisis les meringues, donc de Petit Chef, et donc là, vous tombez sur le site de Petit Chef, donc sapin à la meringue. À la fin de votre repas, pour accompagner votre thé ou café, quoi de plus mignon et gourmand que ces jolies meringues en forme de sapin. Donc vous voyez que Petit Chef, en fait, ils sont un petit peu comme le journal PNAS, c'est-à-dire qui commence en fait par nous donner les résultats avant de nous donner leur méthode. Donc les résultats, c'est ça, et c'est le résultat qu'on va chercher à reproduire. Donc comment on va faire? Eh ben, du coup, on va regarder ensuite la méthode. Donc battre les blancs avec la moitié du sucre, bref, la recette de cuisine, ça c'est notre méthode scientifique et on va essayer de la reproduire. On reproduit et c'est ce qu'on appelle la reproductibilité des méthodes. C'est-à-dire qu'un article scientifique, il est censé en fait vous donner au sein de l'article suffisamment de détails pour que vous soyez en fait capable de reproduire la méthode qui a été utilisée. Ce qu'on appelle la reproductibilité des méthodes et ce qui n'est pas la même chose en fait que ce qui va suivre la reproductibilité des résultats. Alors sur cette reproductibilité des méthodes, en fait, on peut voir quand même pas mal de choses. C'est que vous avez une recette qui est assez détaillée, mais en vrai, quand on nous dit de battre les blancs, en fait, on peut utiliser différents types de batteurs. Donc, par exemple, ici, 3 types de batteurs. Vous pouvez battre les blancs en neige un temps quand même relativement différent parce que c'est pas précisé dans la méthode. Vous pouvez utiliser des sucres différents, du sucre de canne, du sucre blanc. Vous pouvez utiliser des œufs différents. Vous pouvez aussi, en fait, quand vous formez vos sapins de Noël, faire des formes de sapins de Noël assez différentes. Et en fait, à chaque fois, vous avez des choix possibles par rapport à la méthode qui vous est donnée, ce qu'on appelle les degrés de liberté du chercheur. Et donc, du coup, vous arrivez à un total de 48 possibilités au bout du compte. 48 possibilités pour faire la recette. Donc, vous allez en prendre une, faire la recette, et vous allez, du coup, avoir derrière la reproductibilité des résultats, ce que vous voyez ici. Donc, vous avez compris, du coup, on n'a pas toujours le résultat qu'on veut, même quand on suit bien la méthode, parce que parfois, il y a des degrés de liberté, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et qu'on n'arrive pas à suivre. C'est la reproductivité des résultats. Donc, la reproductibilité des résultats, c'est être capable, en fait, d'arriver au même résultat en utilisant exactement la même méthode. Et puis, il y a un différent niveau, en fait, un dernier niveau dans la reproductibilité, qui est la reproductibilité des inférences. C'est des conclusions. En gros, ça veut dire, donnez-moi vos données, et du coup, moi, j'arriverai à la même conclusion qu'un autre. Donc, ça met en fait dans la dimension de la reproductibilité la notion d'interprétation. Donc là, par exemple, vous prenez les meringues, vous les goûtez, on les goûte tous, et puis finalement, on va aboutir au même résultat. Ce résultat, c'est quoi? C'est qu'on conclut que elles sont pas belles, et en plus, elles sont pas bonnes. Elles vont à la poubelle, voilà. Résultat, vous les verrez pas, puisque c'est souvent comme ça aussi. Quand ça fonctionne pas, vous voyez pas les choses. Mais par contre, je vous montre la bûche, du coup, qui est réalisée. C'est ça que je vous servirai, que vous allez bien aimer. Et si jamais vous voulez la recette, vous l'aurez pas,
Donc vous comprenez qu'il y a des petits problèmes de reproductivité. Voilà, donc je me présente, moi, donc Florian Naudet, je n'ai pas de lien d'intérêt particulier avec des entreprises qui auraient un intérêt dans cette présentation. J'ai des financements donc, du coup, qui viennent à la fois de l'ANR, des différents ministères ici en France et maintenant de l'Europe avec un projet dont je vous parlerai qui s'appelle Osiris. Et j'ai fait ma formation dans un centre qui s'appelle Metrix, le Meta Research Innovation Center à Stanford, dont je suis affilié. Et c'est intéressant parce que dans ce centre, en fait, on a John Ioannidis, qui était le directeur du centre avec Steven Goodman, qui est toujours d'ailleurs, et qui a écrit cet article important, donc en 2005, pourquoi la plupart des résultats scientifiques sont faux, et qui a lancé un petit peu, on va dire, ce mouvement qui était déjà présent, mais qu'il a amplifié grandement, puisque c'est un article qui a eu énormément de vues. Hein. Vous avez vu là, donc presque de 3 millions de vues jusqu'à hier. Depuis 2005, qui a été cité un nombre de fois extrêmement important, et qui est un article donc, qui explique en fait pourquoi les résultats scientifiques publiés dans la littérature sont en majorité faux. Un article qui était tout à fait vrai, puisque l'année dernière, il a eu le droit à sa correction. Effectivement, il était faux, il y avait une faute dans cet article. Malgré les près de 3 millions de personnes qui l'ont lu, eh bien, il y avait une petite erreur de parenthèse que finalement... 1 sur 3 millions de personnes a pu identifier. Et c'est vous dire si la science, du coup, parfois s'autocorrige, mais elle s'autocorrige lentement, difficilement, et que finalement, avoir des résultats faux, c'est peut-être normal, avoir des résultats non reproductibles, c'est peut-être normal, mais le temps pour les corriger, parfois, c'est long, très long, et elles ne se corrigent peut-être pas suffisamment bien. Ce centre Metrix, il est toujours un peu financé par la Laura and John Arnon Foundation. Et là, vous avez la réponse à la question, pourquoi parle-t-on de crise de reproductibilité? Eh bien, parce qu'il y a une fondation en fait, qui a financé énormément de centres pour la méta-recherche, donc Metrix, mais aussi un autre centre qui s'appelle le Centre pour la science ouverte, qui ont fait des projets autour de ces questions de reproductibilité. Donc, si on parle de ces questions de reproductibilité, c'est aussi parce qu'il y a un financement derrière, en fait, qui pousse à ces questions. Et donc, voilà un travail, par exemple, financé par la Laura and John Arnon Foundation, qui est un travail fait par les psychologues, et notamment les équipes du Centre pour la science ouverte, dont je vous parlerai tout à l'heure, qui a essayé de reprendre, en fait, 100 études emblématiques de psychologie pour essayer, du coup, de les reproduire. Vous voyez ici la distribution des p-values dans ces études de psychologie telles que publiées dans les journaux prestigieux qu'ils avaient sélectionnés. Donc, c'est 100 études, et vous voyez qu'on a énormément de p-values qui sont inférieures à 0,0,5. Et puis, vous avez ici les réplications, la distribution des p-values dans les réplications. Et donc, vous voyez en fait qu'une majorité, cette fois-ci, des p-values ne sont plus statistiquement significatives. Là, on peut voir la même chose avec les tailles d'effets, les effect size. Donc, vous avez dans les études initiales des effect size qui sont aux alentours de 0,30 et une moyenne qui diminue largement dans les effect size dans les réplications. Là, plus récemment, parce que vous pourrez me dire, oui, mais ça ne concerne que la psychologie. Plus récemment, là, vous avez en fait le Reproducibility Project dans le domaine de la biologie du cancer. Et vous voyez que dans ce Reproducibility Project, du coup, les grosses difficultés, là, ont concerné le fait de pouvoir récupérer exactement le détail de ce qui avait été fait dans les expériences. Donc là, on est vraiment sur la reproductibilité des méthodes, avec parfois vraiment des difficultés à comprendre le protocole, avoir besoin de clarification sur ce qui a été fait, parfois avoir besoin de matériel supplémentaire, parce que du coup, dans les expériences, il a été utilisé des agents particuliers, donc ces agents, il fallait se les procurer, et ce n'était pas simple du tout. Et donc, du coup, les problèmes de reproductivité ne sont pas que dans le domaine de la psychologie. Vous avez là, par exemple, dans la biologie du cancer. Et puis la revue Nature, qui a fait ce sondage très célèbre, qui a demandé, en fait, du coup, aux scientifiques qu'elle a sondés, s'ils pensaient qu'il y avait une crise de la reproductibilité. Pour 52%, il y a une crise significative. Pour 38%, une petite crise, ce qui est rigolo en parlant du mot crise et du mot petite, donc une petite crise de la reproductivité. Donc vous voyez en rouge, en fait, beaucoup de scientifiques qui reconnaissent avoir du mal parfois à reproduire les résultats des autres et parfois même les résultats qu'ils ont produits eux-mêmes. Puis dans cet article en fait de Nature, hein, vous avez le terme reproducibility, c'est comme vous brossez les dents. Une fois que vous le savez, maintenant ça devient une habitude. Et donc peut-être qu'on parle de crise de la reproductibilité parce qu'il y a eu des financements qui ont
fait émerger ce narratif, et puis voilà. Mais ça ne veut pas dire que c'est inintéressant, au contraire, c'est très intéressant. Et puis, l'idée, en fait, c'est de voir comment on peut apprendre à se brosser les dents tranquillement. Euh, et donc, pour ça, sur le site Laurier, on vous a mis des figures pour définir un petit peu les pratiques. On pense optimiser la reproductibilité. Et donc, la présentation d'aujourd'hui, c'est de vous les illustrer et d'illustrer à la fois les petits problèmes qu'il peut y avoir et les petites solutions. Donc là, c'est le raisonnement en fait hypothético-déductif. Donc ça se suit en fait comme une roue avec des petites flèches. Donc d'abord, on commence par générer son hypothèse. Ensuite, on conçoit son étude. Ensuite, on réalise l'étude et on collecte les données. Ensuite, on analyse les données afin d'obtenir les résultats et on teste notre hypothèse. On interprète les résultats à ce moment-là pour avoir notre productivité des inférences et on communique, puis on formule une nouvelle question. À partir de cette nouvelle question, d'autres vont générer leur hypothèse. Et c'est comme ça, en fait, qu'est censé fonctionner de manière un peu idéalisée le raisonnement hypothético-déductif. Et c'est à chaque niveau qu'il peut y avoir des petits soucis. Donc, on va parler des petits soucis avec un article, par exemple, qui illustre bien tout ça. Cet article, en fait, c'est un article publié dans une revue qui s'appelle Molecular Psychiatry, qui est une revue assez célèbre pour la psychiatrie. Et cet article, en fait, fait le lien entre les tentatives de suicide et les moments de pleine lune. Il y aurait plus de tentatives de suicide pendant le moment de pleine lune, particulièrement en hiver, et chez les femmes avant la ménopause, en Finlande. Et donc, en fait, si on reprend notre roue, il peut y avoir des problèmes à toutes les étapes. Par exemple, si on va très vite, générer une hypothèse, là, il peut y avoir des petits soucis pour générer l'hypothèse. Pour cela, normalement, il faut se baser sur toute la littérature, l'ensemble de la littérature telle qu'elle a été faite. Et donc, du coup, quand on regarde en fait la littérature, on sait déjà qu'il y a des revues systématiques avec des méta-analyses qui datent de 1985 qui nous disent que la pleine lune, en fait, n'a pas grand-chose du coup à voir avec les phénomènes psychologiques, ou très très peu. Donc déjà, en fait, l'hypothèse de chercher si la pleine lune a un effet sur les tentatives de suicide, c'est une hypothèse qui est déjà plus ou moins documentée dans la littérature, avec un a priori, en fait, pour qu'elle soit du coup bonne, très faible. Ensuite, quand vous concevez votre étude, vous pouvez faire des études qui manquent de puissance. Et les tentatives de suicide et les suicides aboutis, c'est quelque chose finalement d'assez rare. Et donc, quand vous commencez à chercher ça dans des bases de données, il va falloir beaucoup de sujets pour pouvoir mettre en évidence une différence, comme vous l'avez prévu. Et puis, quand on manque de puissance, parfois, on n'arrive pas à mettre en évidence la différence qu'on veut montrer. Donc, on est tenté, en fait, d'aller poser des questions nouvelles dans la base de données. Donc, de refaire des tests statistiques. Et il y a parfois beaucoup de flexibilité dans nos analyses qui nous permettent de faire beaucoup de tests statistiques. C'est ce qu'on appelle le p-hacking. Et parfois, avec ce p-hacking, vous trouvez des résultats statistiquement significatifs que vous cherchez à expliquer. Et quand vous cherchez à expliquer des résultats que vous avez trouvés alors que vous ne les cherchiez pas, en fait, vous faites ce qu'on appelle le arcing. Ça veut dire hypothesis after the results, HAR, are known, le cas. Donc, du coup, vous faites vos hypothèses après avoir connu les résultats. Et donc, du coup, vous n'êtes plus du tout dans le respect de ce raisonnement hypothético-déductif. Donc là, par exemple, suite à cet article, il y a d'autres auteurs qui ont réussi à publier une lettre. Je dis bien réussi parce que ce n'est pas toujours facile de publier des lettres pour aller discuter les résultats déjà trouvés dans la littérature. Et donc, du coup, ils disent, oui, en fait, dans cette étude, il y avait possibilité de faire de nombreux sous-groupes. Vous voyez, par exemple, par rapport au genre, par rapport à l'âge, par rapport aux saisons, par rapport aux phases de la Lune. Et ils nous disent bien que ça représente déjà 48 possibles sous-groupes où vous pouvez aller tester vos hypothèses. C'est les fameux degrés de liberté que je vous ai introduits tout à l'heure avec la recette des sapins de Noël. Donc, ils disent aussi d'ailleurs que quand ils lisent l'étude, alors c'est une impression qu'ils ont, mais ils ont l'impression que on est dans une étude exploratoire post-hoc, en fait, qui cherche des résultats significatifs, parce que dans l'introduction, dans la manière dont c'est rédigé, il n'y avait pas forcément de formulation d'une hypothèse claire sur, du coup, l'effet de la Lune chez les femmes au moment de l'âge reproductif, donc avant la ménopause. Et donc, eux, ils expliquent en fait ce qui est important aussi en sciences et qui est généralement pas tellement valorisé par rapport à une découverte initiale, mais ils expliquent en fait qu'ils ont essayé de reproduire ça dans un échantillon beaucoup plus large qui vient d'Autriche. Et donc, du coup, ils nous expliquent que là, ils n'ont pas réussi à trouver, donc pas réussi à reproduire le résultat. Alors que bien sûr, l'Autriche, c'est différent de la Finlande et que du coup,
Du coup, ça fait discuter leur réplication, parce que bien sûr, répliquer, on n'est pas toujours exactement dans les mêmes conditions. Et en fait, ils disent aussi que les auteurs mériteraient quand même, dans leur étude, de discuter en fait le risque non nul, d'après eux, d'un résultat faussement positif. Donc là, vous avez la réponse des auteurs qui est aussi intéressante, qui leur dit, bah oui, c'est vrai, on n'a pas discuté la possibilité de false positive. Par contre, c'est vrai qu'aucun des reviewers, du coup, nous a demandé de le faire. Et ça, c'est marrant aussi, c'est que on se repose sur le reviewing comme étant un rempart ultime, en fait, et nous permettant de garantir notre science. Or, le reviewing améliore quand même les articles, mais pas forcément grandement. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent passer le reviewing sans que ce soit parfait, quoi. On n'a pas un système parfait de peer review. Et puis, du coup, les auteurs ont tenté, plusieurs années plus tard, hein, il a fallu du temps, de reproduire ce résultat, cette fois-ci, du coup, dans un autre pays d'Europe du Nord, la Finlande, la Norvège, l'autre c'était en Finlande, et donc du coup, ils ont tenté de reproduire, et là, bien sûr, ils n'ont pas réussi à reproduire le résultat. Donc il faut souvent beaucoup de temps, du coup, pour se rendre compte, du coup, qu'un résultat était non reproductible. Alors parfois aussi, donc on a vu du mal à contrôler les biais quand on formule l'hypothèse, le manque de puissance, le p-hacking, le harking. Parfois, c'est des contrôles qualité insuffisants. Je vais prendre là un autre exemple. Ici, vous avez l'étude de phase 1-2 du vaccin Sputnik, hein, qui vous montre les taux d'anticorps alors qu'on met du coup une dose de vaccin Sputnik, paf, paf. Vous voyez que les anticorps montent de 0 à 14 jours, de 14 à 21 jours et de 21 à 28 jours. Quand on regarde ces données sur simplement l'allure de la distribution, on se rend compte, et c'est Enrico Bucci, et puis ses collègues du coup, mais un collègue italien, qui s'est rendu compte de ça, c'est que vous avez beaucoup d'homogénéité dans ces données. Vous voyez ici la distribution est exactement la même qu'ici. Ici, la distribution ressemble énormément à la distribution d'ici, un petit peu en décalé. Ici, les distributions sont très semblables, ici aussi. Et donc, normalement, en biologie, vous savez, il y a la variabilité du vivant, la variabilité qui peut être interindividuelle, mais qui peut être aussi intra-individuelle. Et observer un excès d'homogénéité comme ça, parfois, ça peut mettre un petit peu la puce à l'oreille sur des problèmes de qualité des données. Donc, les données, normalement, sont disponibles pour cette étude. Enrico Bucci et d'autres ont demandé les données et n'ont pas eu les données. Nature, d'ailleurs, c'est un peu ému de la question et se dit ce serait intéressant qu'on puisse avoir accès aux données pour aller vérifier la qualité de ces données. Et ils ont interviewé notamment le Lancet qui ne voulait pas commenter, mais qui disent qu'ils vont suivre la situation de très près. Le Lancet qui a suivi la situation de ce vaccin de très près, puisque là, vous voyez qu'ils ont publié l'étude de phase 3, hein, en tout cas les résultats intermédiaires de l'étude de phase 3, dans lesquels vous avez ces courbes de Kaplan-Meier, avec là encore un petit souci, puisqu'ici vous avez plus des perdus de vue, mais vous avez des gagnés de vue, c'est-à-dire 15 338 patients, 15 717, bon, ce que les auteurs ont admis étant une faute de frappe. Mais plus inquiétant, vous avez ici le résultat des critères d'efficacité, et notamment, vous voyez, une efficacité de 91,6% pour ce vaccin Sputnik. Et puis là, vous avez l'efficacité par classe d'âge, 91,9%, 90%, 91,3%, 92,7%, 91,8%. Donc, dans tous les âges, en fait, dans toutes les classes d'âge, une efficacité qui est vraiment très, 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 très proche, très homogène, du coup, alors que vous avez des intervalles de confiance qui vont de 51,2 à 99,3, 71 à 96. C'est-à-dire que sous l'hypothèse, en fait, qu'il n'y ait vraiment pas de différence entre les classes d'âge, on s'attendrait à beaucoup plus de fluctuations, du coup, aléatoires au niveau des estimations ponctuelles. Donc là encore, un souci. Et des données qui sont difficiles à avoir. Et vous me direz, alors, c'est peut-être un vaccin isolé, c'est peut-être le vaccin Sputnik, mais en réalité, en fait, quand vous demandez les données pour tous les vaccins qui existent, elles sont difficiles à obtenir. Vous avez des travaux là très récents de l'équipe d'Isabelle Loutron qui essaye de récupérer des informations sur les études Covid et qui a quand même du mal à se procurer les données individuelles de ces études. Donc, les contrôles qualité des données parfois sont insuffisants en interne et en externe, ils sont très difficiles parce que le partage des données, en fait, n'est pas la norme. Et puis, en fait, vous avez encore une étape supérieure, c'est qu'une fois que vous avez fait vos analyses, vous avez fait les choses correctement, il va falloir communiquer vos résultats.
et donc du coup les publier. Et parfois, il y a des biais de publication parce qu'on ne publie pas tous les résultats. Donc vous voyez ici, en fait, les études sur les antidépresseurs. Donc chaque colonne représente un antidépresseur. Donc les études telles qu'elles sont du coup présentées, donc soit positives, donc au-dessus de la ligne rouge, ou négatives en dessous de la ligne rouge. Les positives, vous voyez, elles sont plus nombreuses en fait que les études négatives. Elles sont numérotées, toutes ces études, de 1 à 73. Mais si vous regardez en fait avec attention cette figure, vous allez voir qu'il manque des études. Vous voyez, 1, 4, 5, 6, 7. Parce que là, ce que je vous montre, ce sont les études telles qu'elles apparaissent dans la littérature. Voilà comment elles sont quand elles sont soumises à la FDA. Donc vous avez des études qui ont disparu. Vous voyez, par exemple, 4, 5, 6, 7, du coup, il y avait l'étude 8 qui a disparu. Vous voyez aussi 4, 5, 6, 7, en fait, que l'étude 6 et 7, qui étaient publiées comme étant positives, étaient en réalité des études négatives. Et donc, il peut y avoir un biais de publication. Alors vous me direz, forcément, là c'est un exemple en thérapeutique, et il y a des conflits d'intérêts qui sont monstrueux, et les industriels, du coup, font les choses mal parce qu'ils cherchent à masquer des résultats qui leur seraient défavorables. Mais en fait, quand on regarde les indicateurs, les industriels, en général, communiquent les résultats mieux que les académiques, et beaucoup mieux que les académiques. Alors, ça, c'est pour les résultats du coup qui ne sont pas publiés. Il y en a beaucoup, vous voyez, par exemple, pour les promoteurs académiques, on estime à 70% en fait d'études du coup pour les promoteurs académiques français qui sont soit pas publiées, soit publiées sans avoir de lien direct avec clinicaltrial.gov, ce qui fait que les détecteurs ne sont pas capables de les mesurer, mais en tout cas un bon nombre qui ont du mal à être publiés. Et puis, vous avez les études du coup des promoteurs académiques qui sont parfois publiées. Donc là, c'est l'exemple de l'hydroxychloroquine, hein, dont du coup les promoteurs, on va dire les partisans de cette étude de cette molécule qui avait fait dans le cadre de la Covid pas mal d'études, hein, du coup, publiaient en fait les résultats dans des revues dont ils étaient aussi éditeurs en chef. Et donc là, on peut se dire aussi que le peer review ne fait pas toujours son travail quand les auteurs sont très très liés aux éditeurs. Donc là, vous me direz, oui, c'est le cas de l'hydroxychloroquine, c'est un cas isolé. Mais là, c'est donc les travaux de Clara qui était là tout à l'heure pour présenter et qui est juste à côté de moi aussi. Mais en fait, ce pattern qu'on observe dans les revues de maladies infectieuses, on les retrouve en fait dans la plupart des revues scientifiques, avec des auteurs qui parfois sont très prolifiques dans les revues. Et quand il y a un auteur très prolifique, généralement, il est en lien avec le board éditorial de la revue. Donc communiquer, c'est pas si simple et ça peut être en fait soumis à plein de biais. Donc maintenant qu'on a vu un peu les problèmes, on va essayer de voir les solutions. Donc les solutions sont simples. Pour générer les hypothèses, c'est commencer par faire une revue systématique de la littérature. Pour concevoir l'étude, en fait, il faut se saisir des possibilités de support méthodologique. La recherche collaborative peut permettre aussi de faire des études qui ont une puissance suffisante en fait pour pallier parfois aux problèmes de manque de puissance. Et puis on enregistre a priori son protocole, ce qui permet d'être transparent sur le choix des critères de jugement et le fait qu'on fait notre analyse conformément à ce qui a été prévu. Et donc du coup qu'on a finalement analysé en conformité avec le protocole et qu'on présente les résultats en conformité avec le protocole tout en discutant les limites. Donc pour ça, en fait, maintenant, on peut enregistrer a priori, hein, pas forcément que quand on fait des essais cliniques, ce qui était un petit peu la norme et ce qui est maintenant une norme dans le domaine des essais cliniques, mais on peut le faire dans tout un tas d'autres recherches, notamment grâce à l'Open Science Framework, entre autres, du Centre pour la science ouverte. Donc vous pouvez aller vous connecter, vous créer un compte, et vous allez avoir en fait du coup des formats en fait pour enregistrer a priori vos recherches. Vous pouvez même mettre un embargo si vous avez peur qu'on vous pique l'idée. Pendant 2 ans, par exemple, personne n'aura accès à votre idée. Au bout d'un temps, ça deviendra public, mais ça peut rester un petit peu secret si vous voulez conserver un avantage compétitif ou un embargo, et ça vous permet d'enregistrer a priori ce que vous voulez faire. Donc votre protocole sera aura un tampon qui correspondra finalement à la date d'enregistrement. Donc les psychologues, eux aussi, ils ont lancé de nombreux projets collaboratifs. Ces projets, par exemple, vous en avez un ici qui devait être le premier, qui est le projet Many Labs. Donc l'idée, en fait, c'est d'avoir plusieurs laboratoires indépendants qui réalisent les mêmes expériences pour aller, en fait, vérifier, du coup, si on est capable de faire ces expériences et dans quelle mesure on est capable de les reproduire d'un laboratoire à l'autre.
Si vous voulez, ça ressemble beaucoup en fait à une méta-analyse prospective. Et donc là, vous avez l'ensemble des laboratoires, par exemple, qui avaient participé à cette étude, l'ensemble des observations pour chacun de ces laboratoires, du coup. Et donc, ils ont tenté de reproduire des résultats d'expériences normalement considérées comme admises dans le domaine de la psychologie. Et vous verrez que finalement, sur ces expériences considérées comme admises dans la psychologie, il y a un certain nombre qui n'ont pas pu être reproduites du tout. Alors, communiquer et formuler une nouvelle question, pour ça, en fait, on a des outils qui nous permettent de mieux communiquer pour avoir une meilleure reproductibilité des méthodes. Ce sont les guidelines de reporting. Pour communiquer, du coup, bien sûr, on publie les choses. On peut maintenant utiliser les préprints pour publier et publier rapidement pour que les gens soient au courant rapidement de ce qui a été fait. Et puis, bien sûr, on peut essayer de partager le maximum d'informations sur l'étude, que ça aille du protocole au code, et quand c'est possible, pour des raisons réglementaires, le partage des données. Bien sûr, on peut aussi essayer de diversifier les méthodes de peer review pour essayer d'avoir du peer review avant la publication, après la publication, pour améliorer en fait la reproductibilité et l'information sur le caractère reproductible ou non des résultats. Je vous ai mis des exemples. Donc pour les guidelines de reporting, vous avez le réseau Équateur et Philippe Raveau qui est présent ici est très impliqué dans le réseau Équateur. Il y en a d'autres aussi dans le groupe et je pense que ça c'est important. Vous avez ici du coup des guidelines pour rapporter et ne rien oublier quand vous écrivez vos articles. Pour les études randomisées, les études observationnelles et pour tout un tas d'études, il y a énormément de guidelines de reporting. Pour le data sharing, en fait, il y a un enjeu important qui va être celui de former une génération de chercheurs qui sait préparer les données et qui sait les réutiliser. On a ces enjeux importants à venir et Laurier va être impliqué là-dedans aussi pour communiquer les résultats et pour travailler à former cette nouvelle génération de chercheurs. Et puis, pour essayer de restaurer tout ce fonctionnement, on a un nouveau mode de publication qui s'appelle le Registered Report, qui est particulièrement intéressant. Pour l'instant, environ 300 journaux, dont la revue Nature très récemment, ont finalement accueilli ce format de publication. Qu'est-ce que c'est qu'un Registered Report? C'est un format de publication dans lequel vous développez votre idée, vous designez votre étude, et sur la base de la pertinence de la question de recherche et de la pertinence de la méthodologie utilisée pour démontrer votre résultat, vous allez recevoir, à partir d'un premier peer review, une acceptation pour publication, à condition que vous fassiez l'étude conformément à votre protocole et que vous ayez finalement écrit votre rapport en lien avec votre protocole. Donc c'est un format de publication qui vise à connecter de manière beaucoup plus claire le résultat final, qui est la publication de votre article, avec l'idée initiale qui était le design. Et donc c'est supposé finalement diminuer le biais de publication, le biais de Selective Outcome Reporting. La HAS, très récemment, a mis en place, du coup, en tout cas pas mis en place, mais a mis le format Registered Report en avant, en disant qu'ils accueilleraient favorablement cela pour des réévaluations de médicaments auprès de la HAS. Et donc, en fait, l'idée, c'est que ce format, ces enjeux de la recherche reproductive diffusent un peu dans notre culture de recherche et que finalement, ce soit des indicateurs ou des choses qui soient reconnues par les scientifiques, reconnues comme étant des choses positives, c'est-à-dire de faire une recherche qui soit reproductible. Donc plutôt que d'aller dans des dimensions, vous savez, de quantité, d'impact factor, des impact factors qui, dans le monde actuel avec la Covid, ont complètement été bouleversés ou qui parfois sont utilisés par des éditeurs qui ont parfois des revues de pas si grande qualité mais qui font monter les impact factors. Et bien en fait, l'idée de Dora, vous connaissez sans doute ça, c'est de diminuer l'emphase sur ces impact factors. Et pour diminuer cette emphase, l'idée c'est d'avoir des indicateurs alignés sur les pratiques de sciences reproductibles. Toutes celles qu'on vient de dire, avoir des protocoles en ouvert, enregistrer a priori, partager les données, avoir des assurances qualité pour ces données, partager le code, être transparent, utiliser les reporting guidelines. Bref, l'enjeu c'est d'aligner les incitatifs sur la reproductibilité de la recherche, pour éviter que des éditeurs comme celui du New England traitent les gens qui veulent réutiliser les données de parasites de la recherche. Quelque chose qui nous a fait pas très rigoler dans la communauté, mais quand on rigole pas, finalement on finit par en rire, puisque les gens de la communauté ont créé le prix des parasites pour finalement célébrer les gens qui réutilisent les données des autres de la meilleure manière qu'elles soient, donc pour encourager au partage des données.
Et bien sûr, le prix des parasites, ça ne va pas sans le prix des hôtes, c'est-à-dire les gens qui partagent leurs données. Et donc, il faut aussi valoriser les gens qui partagent pour finalement que ces gens-là, du coup, puissent tirer aussi un certain bénéfice d'avoir mis à disposition, en toute transparence, leurs propres données. Et donc, ces incitatifs pour la science ouverte, pour les pratiques de sciences reproductibles, il va y en avoir donc de plus en plus. Et donc, il y a aussi de plus en plus en fait d'initiatives ou d'institutions pour du coup pour mettre en œuvre ces actions vers la reproductibilité. Donc là, je vous en ai mis plein. Donc, je vous ai mis Metric dont je vous ai parlé, mais il y a un centre pareil en Allemagne à Quest qui s'appelle Quest. Vous avez le Centre pour la science ouverte. Vous avez les réseaux de reproductibilité, dont le réseau de reproductibilité anglais. Vous avez en France le site donc Ouvrir la science, hein, qui est une initiative donc du ministère. Vous avez Dora et puis vous avez Laurier forcément dont je vous parle. Et donc Laurier qui est maintenant depuis peu son site internet, son portail que vous pouvez aller visiter. Et sur le portail, vous avez des frises qui s'appellent Pratiquer, parce qu'il n'y a pas une seule solution pour améliorer la recherche, il y en a plein à tous les niveaux et qui s'adaptent en fait à tous les projets de recherche. Et donc sur le site de Laurier, vous allez avoir des ressources. Donc vous allez avoir ce petit collier par exemple avec des petites perles que vous pouvez aller cliquer et qui vous donnent des articles, des ressources pour vous aider à chaque étape de ce process à trouver des choses qui permettent de faire la recherche la plus reproductible qu'elle soit. Bien sûr, tout ce que je viens de vous dire, vous pouvez me croire, mais vous pouvez aussi vous interroger. Et c'est un des enjeux de la méta-recherche, la recherche sur la recherche, c'est d'aller explorer si, par exemple, les propositions que je viens de vous faire, les choses que je viens de vous décrire, améliorent réellement la reproductibilité de nos recherches, parce que c'est bien de le penser, mais c'est encore mieux de le montrer. Et donc, il y a des dimensions de science ouverte et donc finalement de recherche sur la recherche dans ces pratiques de science ouverte pour essayer de trouver en fait quelles sont les pratiques les plus adaptées à augmenter la reproductibilité. Et Laurier est impliqué dans un projet qui s'appelle Osiris, qui débute là actuellement, qui vise à mettre en place en fait des pratiques de sciences ouvertes et de sciences reproductibles dans le but d'augmenter la reproductibilité et qui vise à les tester. Donc en fait, on va recruter à travers des groupes d'animation scientifique dans Laurier différents personnels de l'INSERM intéressés par ces questions et donc du coup, vous êtes vraiment les bienvenus. Et il y aura un groupe d'animation scientifique qui sera le groupe reproductibilité, un groupe dans lequel, du coup, on va essayer de dynamiser et de s'inscrire dans cette démarche de méta-recherche dans le but finalement de tester si les différentes mesures permettent de faire des choses plus reproductibles. Et moi, je vais m'y atteler très bientôt pour améliorer ces petites choses. Voilà, donc je remercie tous les gens qui sont là. Je remercie en particulier Clara qui m'a dépanné sur son ordinateur. Je m'excuse pour les problèmes techniques et je remercie toute l'équipe Laurier pour leur confiance et puis pour l'invitation à parler aujourd'hui. Merci à tous.